bonjour à tous déjà et merci d'être là pour notre table ronde sur le thème des inégalités hommes-femmes dans le cancer. Donc, afin d'introduire le sujet de notre conférence aujourd'hui, j'aimerais partir d'une citation d'Anastasia Medaini, qui est justement une des intervenantes aujourd'hui, qui est enseignante et chercheuse en sociologie à l'Université de Toulouse et qui a publié un ouvrage qui se nomme Masculinité et féminité face au cancer. Dans lequel elle dit que les hommes et les femmes n'expérimentent pas le même rapport au corps malade et par conséquent le même rapport à la santé, à la médecine et aux soins. Ce qui révèle la prégnance de la sexualisation des corps malades. Les recherches présentées montrent que le genre, conçu comme un élément structurant les expériences humaines et a fortiori des expériences cancéreuses, demeure le facteur explicatif le plus central des inégalités sociales de santé observées sur le terrain. Donc, les deux phrases précédemment dites soulignent le fait que le genre est un déterminant majeur de la démocratie en santé et dans la capacité du patient à s'investir dans son parcours de soins. Donc, l'observation qui est implicite ici dans cet ouvrage est qu'il est moins facile pour les hommes de libérer leur parole et de parler de leur cancer. Pourtant, on détecte aujourd'hui autant de cancers chez l'homme que chez la femme. Du coup, lors de la journée mondiale du cancer, le 4 février, l'association Cancer Contribution, avec qui TIRUP a coopéré pour produire cette conférence aujourd'hui, a décidé de mettre en avant cette problématique dans sa campagne de communication et a fait intervenir un patient homme avec le message « Je suis un homme, je vais parler ». Nous comprenons donc ici qu'une des premières inégalités dans la lutte contre le cancer est le fait d'être un homme. De ce fait, nous tenterons aujourd'hui de comprendre pourquoi il est plus difficile pour les hommes de se confier vis-à-vis de la maladie, mais aussi de discuter des solutions possibles pour libérer leur parole et pour surmonter les difficultés de résilience que rencontrent les hommes dans l'épreuve de la maladie, qu'est le cancer. Deux facteurs peuvent expliquer ce phénomène, ces inégalités du fait de cette maladie. Donc, dans un premier temps, on pourrait dire que nous provenons d'une société patriarcale où les hommes sont pris au piège d'une image de l'homme qui doit apparaître comme un être fort, ne devant pas exposer ses fragilités. Et ensuite, des études ont montré également que les femmes apprennent à surveiller leur santé et celle des autres, ce qui explique donc la surreprésentation des femmes dans les métiers de la santé. Donc, les femmes consultent plus régulièrement et sont plus enclines à reconnaître les signes pathologiques et donc plus disposées que les hommes à chercher et à recevoir de l'aide. Voilà des premières explications qui peuvent nous éclairer sur le sujet. Donc maintenant, afin d'approfondir le sujet d'aujourd'hui de la table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir donc Sandra Doucen, Anastasia Meidani, Olivier Jérôme et Stéphane Cognon. Le temps est maintenant aux anecdotes, excusez-moi, autobiographiques racontées justement par Stéphane Cognon ainsi qu'Olivier Jérôme. Je suis Sandra Doucen, donc de l'association Cancer Contribution, et je voulais vous remercier tous d'être présents et à tous nos orateurs d'être présents. Et effectivement, pour parler de ce sujet et comprendre mieux comprendre s'il y a des inégalités hommes-femmes dans le cancer et dans la lutte contre le cancer, effectivement, on va passer la parole dans un premier temps à Olivier Jérôme, président de l'association Sérum, pour qu'il nous parle de son vécu en tant qu'homme du cancer qui l'a touché il y a quelques années, et puis de son action militante pour mettre en avant le sujet des cancers masculins. Merci Sandra. Donc, bonjour, Olivier Jérôme. Donc, je suis ancien patient et aussi président de l'association Sérum. Donc, association qui a pour but de parler des cancers masculins, parce qu'effectivement, c'est vraiment un sujet d'inégalité, on va dire, par rapport hommes-femmes, effectivement, vis-à-vis de la maladie, comme le disait Inès tout à l'heure. On a vraiment aujourd'hui à peu près les mêmes nombres de cancers chez les hommes, chez les femmes.
Et le but, c'est de sensibiliser les hommes par rapport à la maladie. Donc, moi-même, j'ai eu, il y a maintenant à peu près 20 ans, un cancer du testicule, qui est un cancer purement masculin. Désolé, mesdames, chacun ses cancers. De pouvoir effectivement, donc d'avoir eu un cancer testiculaire, et à l'époque, très honnêtement, il n'y avait pas grand-chose, vers qui se retourner, contrairement justement aux nombreuses associations qui existent pour les cancers féminins, en l'occurrence. Donc, on a décidé il y a quelques années de créer une association afin de pouvoir faire porter la parole, libérer la parole, pour que les hommes puissent enfin lever un petit peu les tabous qui entourent ces cancers masculins. Il faut savoir que, comme le disait Inès un petit peu, c'est un sujet qui est assez tabou, hein, de par peut-être notre éducation, notre fait d'être viril, macho, dans le bon sens du terme, bien entendu, mais voilà, d'exprimer, on va pas d'être faible, une certaine éducation. Moi, j'ai eu un cancer testiculaire et j'ai mis très très longtemps, effectivement, à en parler. Voilà, il y a beaucoup de gens qui, autour de moi, savent que j'ai eu un cancer, mais ne savent pas forcément lequel. Alors, ils ne le savaient pas. Maintenant, en parlant complètement ouvertement, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on se sent un petit peu seul. Vu qu'il y a très très peu de témoignages, de choses comme ça, on a vraiment décidé d'œuvrer, on va dire, en créant l'association Sérum, afin justement de libérer la parole des hommes et surtout de faire entendre la parole des hommes qui effectivement ne s'expriment pas beaucoup sur les sujets des cancers en général et encore moins effectivement sur les cancers masculins. D'ailleurs, je serais assez curieux de voir sur toutes les participantes, combien il y a de participantes et de participants. C'est assez flagrant en général et ça serait intéressant de le savoir plus tard. Mais voilà, donc voilà, je viens d'avoir 50 ans, j'ai eu un cancer, j'avais 30 ans. Le côté positif, c'est qu'on s'en sort relativement bien après. Donc voilà, j'ai dégrossi un petit peu tout et après je reste à votre disposition pour pouvoir reparler de tout ça. Mais encore une fois, oui, l'inégalité entre l'homme et la femme, c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se bougent que les hommes par rapport à leur cancer. Et ça, c'est important quand on voit la mobilisation féminine. Et je tire mon chapeau, d'ailleurs, comme je dis, moi, je vais prendre une petite parenthèse vis-à-vis de. Encore une fois, il n'y a pas que le cancer féminin, enfin, le cancer féminin, il n'y a pas que le cancer du sein. Mais quand je vois Octobre Rose, par exemple, effectivement, où c'est très mis en avant, je rêve que d'une seule chose, c'est d'illuminer au mois de novembre, par exemple, au mois de novembre pour les cancers masculins, la Tour Eiffel en bleu, comme on le fait pour la Tour Eiffel en rose. Mais pour ça, il faudrait peut-être que les hommes se mobilisent. Et c'est peut-être là qu'on est effectivement un petit peu inégal face à la maladie, parce que c'est nous les premiers qui ne nous mobilisons pas. Merci beaucoup, Olivier. Effectivement, pour ce témoignage, donc qui montre que il y a une part je dirais de parole qui est assez tabou, assez minimisée du côté des hommes, surtout quand il s'agit du cancer masculin. Est-ce que vous avez vécu des inégalités? Est-ce que, hormis ce côté mobilisation des femmes, est-ce que du coup il y a d'autres choses, peut-être en termes de dépistage ou qui aujourd'hui créent un sentiment un petit peu de différence de traitement entre les hommes et les femmes face au cancer? Clairement, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être dû aussi à une problématique de dépistage systématisé ou pas, hein, comme on l'a pour le cancer du côlon, ça concerne l'homme et la femme, c'est très médiatisé. Le cancer du sein, ça l'est beaucoup aussi, parce qu'il y a aussi un dépistage qui est organisé. Pour le cancer masculin, enfin les cancers masculins, on va dire pour le cancer du testicule, par exemple, il n'y a pas de dépistage particulier, hormis se tâter les testicules, donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc effectivement, soit l'homme, soit la femme, on peut aussi aider l'homme à palper son testicule pour voir. Ça, c'est relativement simple. Du côté du cancer, l'autre cancer masculin qui est le plus grand, hein, qui est à peu près avec 55 000 à 58 000 locales, le cancer de la prostate, la problématique, elle est qu'il n'y a pas de dépistage généralisé parce que, à ce jour, la méthode de dépistage qui s'appelle le taux de PSA n'est pas encore complètement reconnue. On a des actions d'ailleurs auprès des pouvoirs publics, et les pouvoirs publics ont aussi des choses à faire. C'est qu'il faut dépister avec quelque chose de fiable et surtout qu'est-ce qu'on fait après un dépistage. Avec la mammographie, c'est simple, ça fait très mal, il paraît. Hein, donc, voilà. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est médiatisé, qui est organisé, comme le cancer du côlon. On reçoit, là j'ai reçu, j'ai 50 ans, donc mon petit courrier de la CPAM qui me dit d'aller faire potentiellement le test. Pour le cancer de la prostate, il n'y a rien. Mais encore une fois, je pense que
oui, bien entendu, si c'était médiatisé, si on en parlait beaucoup plus, les hommes en parleraient encore beaucoup. Mais c'est vraiment, oui, cette notion de dépistage n'est pas du tout là et malheureusement, elle n'est pas à l'ordre du jour pour avoir discuté de ça avec le pouvoir public. C'est ça qui est un petit peu dommage. On va passer la parole à Stéphane. Stéphane Cognon a aussi été touché par un cancer. Il a écrit un livre qui s'appelle Je reviens d'un cancer du sein et comment je me suis rapprochée des femmes. Et dans cet ouvrage, il nous raconte effectivement son expérience. Et moi, j'aimerais avoir votre sentiment, Stéphane, sur vous, dans le cadre de cet univers exclusivement ou très féminisé, comment avez-vous vécu votre cancer et également est-ce que vous avez vu des différences de traitement entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous avez eu accès aux mêmes choses? Alors effectivement, j'ai eu un cancer du sein quand ma femme était enceinte de notre troisième enfant, était enceinte de 3 mois. Alors ça a fait une prise en charge particulière pour la thérapeute qui devait aussi bien me soigner que faire attention à ma femme. Donc c'était une double prise en charge. Donc ça c'est important et en fait tout mon rétablissement m'a été porté, j'allais dire, parce que ma femme portait dans son ventre. C'est-à-dire que ça a été un objectif, ça a été le projet, c'était de me remettre pour la naissance de l'enfant. En tout cas, alors il y a 2 choses. Le diagnostic, je voulais dire, a été assez tardif et comme ce que disait Olivier, on en parlait, c'est un des problèmes des cancers chez l'homme. Je crois que l'homme attend beaucoup et puis moi, pour le coup, étant atteint d'un cancer du sein, cette petite boule que j'avais sur le téton, là, je ne savais vraiment pas, jamais je me serais imaginé que c'était un cancer du sein. Donc j'ai retardé la prise en charge. Je ne sais pas si on m'entend là encore. Je ne suis pas sûr. Oui, très bien Stéphane. Voilà, si c'est bon. J'ai retardé la prise en charge et du coup, ça aurait pu être beaucoup plus embêtant que ça ne l'a été. Et ça, c'est une chose. Déjà, je suis un homme, je ne vais pas forcément me plaindre et aller, en tout cas, aller chez le médecin. Mais en plus, jamais je me serais douté que c'était ça. Et vraiment, jusqu'à la fin, quand j'ai eu l'annonce de ce cancer, je suis tombé des nues. Donc ça a retardé la prise en charge, ça aurait pu être plus embêtant. Et pour les traitements, alors j'étais un peu jaloux des femmes parce que le cancer du sein, tout est fait pour la femme et elles sont bichonnées, ce qui est tout à fait normal parce que moi je minimise quand même ce qu'on m'a enlevé, c'est pas au même niveau. Donc je minimise, mais j'étais quand même atteint d'un cancer. Et effectivement, elles étaient chouchoutées. Il y avait on proposait beaucoup de choses pour les femmes et pas trop pour l'homme, ce qui est tout à fait naturel. En revanche, moi, ça m'a plu d'être pris en charge par que des femmes, parce que la pathologie fait peut-être la prise en charge. Il y avait une chirurgienne, il y avait ensuite une kinésithérapeute, il y a eu une coach sportive, il y a eu toutes les soins supports, hein, ce qu'on appelle les soins supports, ont été donnés par des femmes. Et en fait, moi, en tant qu'homme, ça m'a bien plu de me faire chouchouter par des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être personnel. Ensuite, du coup, très personnel, moi, j'ai un parcours j'ai été atteint d'un trouble psychique quand j'avais 20 ans. Et j'ai appris à parler, j'ai fait tout un travail thérapeutique. J'ai appris à parler, on en parlera peut-être un petit peu plus loin sur la libération de la parole de l'homme. Et après, il ne faudra pas que je parle trop, justement. C'est que moi, pendant 20 ans, en fait, j'ai été suivi par une psy. J'ai appris à parler. Et donc, j'ai réussi à parler aussi de cette pathologie plus facilement, comme j'avais réussi à, en tout cas, parler d'une autre pathologie. Et ça, c'est primordial, parce que quand on reste seul avec un diagnostic comme ça, je pense que c'est très compliqué. Je pense que nous pouvons enchaîner sur vous, Sandra, si vous pouviez donc nous parler des enjeux sous-jacents à ce problème.
Oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet de la prise de parole des hommes et des femmes dans la lutte contre le cancer, c'était de dire que sur les 15 dernières années, on a quand même vu une inversion, plutôt une transformation des inégalités hommes-femmes dans la prise de parole et dans le cancer et dans le débat citoyen. Il y a 15 ans, en fait, les femmes, par exemple, étaient exclues de la recherche et des essais cliniques en santé et en particulier sur le cancer. Alors vous imaginez bien que faire de la recherche sur les cancers gynécologiques sans pouvoir faire d'essais sur les femmes et en faisant des essais que sur les hommes, c'est quand même un peu compliqué. Il y a seulement 15 ans, les autorités en Europe ont rendu obligatoire les essais cliniques sur les femmes. Donc pour vous dire qu'en termes d'inégalité, c'est un sujet qui est extrêmement large et que voilà, il y a déjà eu des transformations et des avancées très fortes sur les inégalités hommes-femmes. Aujourd'hui, donc ce mouvement féminin de prise en compte des besoins et des attentes s'est développé. Aujourd'hui, on voit que les femmes s'emparent complètement du sujet médiatiquement sur les réseaux sociaux et mettent en avant leurs attentes, leurs besoins, leurs préoccupations pour qu'elles soient entendues et prises en compte. Mais du coup, on arrive à une transformation de cette balance de représentation des attentes et des besoins en cancérologie. Et on voit arriver une dominance aujourd'hui des femmes dans le discours, dans la prise de parole autour du cancer. Donc cette dominance, en fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que d'un point de vue politique ou d'un point de vue citoyen, est-ce que cette dominance peut avoir des répercussions? Donc si on prend la question du genre et en définissant le genre comme la représentation à la fois sociale, culturelle, qu'on a en tant qu'homme ou en tant que femme, et sur la problématique du cancer, quand on vit un cancer, alors on imagine bien que les attentes de chacun vont être différentes, les besoins, les préoccupations sont différents face au cancer. Et donc, du coup, bien évidemment que oui, il peut y avoir des impacts en termes de répercussions à la fois sur deux niveaux, à la fois des répercussions individuelles et des répercussions collectives. Sur les répercussions individuelles, moi, ce dont j'ai envie de mettre sur la table, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que effectivement, si il y a une plus grande dominance de la parole féminine et une moindre visibilité des préoccupations et des attentes masculines, ce qu'on peut voir, c'est effectivement des répercussions en termes de prévention, de dépistage, effectivement de différents aspects, parce que on sait aujourd'hui que la prévention et puis même le comportement à l'égard du cancer, c'est vraiment aussi lié à la prise de connaissance qu'on a, au niveau de connaissance qu'on a du cancer. Et donc, si on ne se retrouve pas dans les informations qu'on voit, si on ne retrouve pas ces attentes, ces préoccupations dans les informations qu'on peut trouver, par exemple sur Internet, et on sait que les informations, la consommation d'informations sur Internet, elle est vraiment aujourd'hui faite à 80% par les femmes. Donc quand on recherche de l'information sur Internet, c'est principalement les femmes qui sont en recherche d'informations. Et ça, on peut le voir sur nos outils, nos sites Internet associatifs, par exemple. Du coup, forcément, ça va avoir une répercussion sur la prévention, le manque d'informations sur la prévention des cancers masculins, par exemple, ou des préoccupations quand on est un homme face à un cancer, pas forcément par rapport au cancer masculin. Et puis, on peut aussi imaginer une moindre capacité de ces personnes qui sont du coup
en infériorité médiatique, à pouvoir trouver les informations qui vont les permettre d'être en capacité de mieux dialoguer avec leurs médecins et de devenir acteurs de leur prise en charge, de devenir acteurs des décisions médicales et avec leurs professionnels de santé. Donc individuellement, moi j'y vois en fait dans cette différence, je dirais, d'informations autour des attentes et des préoccupations des hommes face au cancer, j'y vois effectivement des répercussions individuelles, mais il y a également on peut aussi voir des répercussions collectives. Après 3 plans cancer et aujourd'hui la présentation d'un plan, d'une stratégie décennale de lutte contre le cancer, donc par Emmanuel Macron le 4 février dernier, cette stratégie décennale, elle a été pensée, elle a été réfléchie grâce à une concertation citoyenne. On peut se dire que effectivement, si la prise de parole des hommes est moindre, forcément, ils vont moins faire entendre leurs attentes, ils vont moins faire entendre leurs besoins et leurs préoccupations. Et donc, les stratégies de santé aujourd'hui qui vont être mises en place dans la lutte contre le cancer vont être peut-être moins adaptées pour répondre aux préoccupations de toutes les populations. Donc là, en ayant 2 exemples de personnes qui ont un cancer et qui sont des hommes, c'est vrai que forcément, ça force la question de est-ce que voilà, comment faire pour avoir une meilleure, je dirais une meilleure balance de représentativité des besoins et des attentes de toutes les populations, et de toutes les minorités. Et donc on peut étendre ce sujet-là de la prise de parole de l'homme aussi sur l'ensemble des autres populations et des autres minorités, je dirais. Donc voilà, moi de mon côté, d'un point de vue plus citoyen, plus démocratique pour faire évoluer les politiques de santé, mon point de vue sur le besoin d'élever la prise de parole masculine. Du coup, on va passer la parole à Anastasia Meidani, qui est sociologue et chercheur en sociologie et qui va nous parler effectivement de ces inégalités de genre et du cancer et de leurs liens. Est-ce que on peut vraiment parler d'inégalités sociales liées au genre dans le cancer? Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette prise d'initiative, l'organisation de cet événement scientifique, de grand public, parce qu'en effet, on parlera jamais assez des inégalités sociales de genre en matière de santé et plus particulièrement de cancer. Très clairement d'inégalités et non pas de disparités ou d'écarts sexués. Quelques chiffres pour établir un panorama épidémiologique. Selon les dernières données produites par l'INCa, l'Institut national du cancer, en 2017, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués en France métropolitaine, là donc on ne va pas compter les Antilles par exemple, sinon on ferait tout exploser. On dénombre 400 000 nouveaux cas, dont 214 000 concernent les hommes. D'ailleurs, si on s'éloigne des questions d'incidence pour se rapprocher des questions de mortalité, et ma foi, ce chiffre est relativement stable durant les dernières années, sur 150 000 décès dus au cancer, 84 000 concernent également les hommes. Ça veut dire que les hommes non seulement sont les premières victimes de la maladie, sont les premières
personnes concernées, mais il en meurt davantage. Et si on s'attarde sur ce panorama épidémiologique, il y a de quoi s'inquiéter sur les silences des sciences humaines et sociales face à cette différence sexuelle qui se traduit en termes d'inégalité face à la mort. Ceci étant dit, il convient aussi de préciser que les hommes sont les premières victimes de la maladie chronique, grave et chronique, en général, et non pas seulement en ce qui concerne le cancer. Et ceci, pas seulement en ce qui concerne la France, mais dans le monde occidental. Donc, ça interroge le rapport que le genre, et en particulier le masculin, entretient avec la santé et le corps. Aujourd'hui, le cancer progresse jusqu'à devenir la première cause de mortalité en France. Donc, le cancer du sein se situe toujours en tête, c'est-à-dire que c'est là où on a plus de victimes du côté de la pathologie cancéreuse, mais il est suivi de très près du cancer du poumon, qui est la première cause de mortalité chez les hommes. Mais ce qui a été considéré un peu trop vite comme un avantage féminin est en train de nous glisser entre les doigts, dans la mesure où le cancer du poumon progresse d'une telle manière et de deux côtés, divisé par 2 en 10 ans du côté de la population masculine et d'une augmentation conséquente chez la population féminine, multipliée par 4 en 15 ans. Donc, à l'horizon de la décennie qui se présente à nous, en réalité, on aura autant d'hommes que de femmes victimes des cancers de poumon, selon les dernières données de la Ligue. Ça veut dire qu'il y a une réduction graduelle de l'avantage relatif enregistré pour les femmes en termes d'espérance de vie, et une recrudescence des inégalités sociales de santé à l'intérieur même de la population féminine. Puisque parmi les femmes, c'est bel et bien les femmes qui appartiennent à une minorité racisée, à une minorité de sexualité ou de genre, qui présentent d'autres comorbidités, ou encore les moins instruites, qui sont les plus concernées. Et cette tendance-là, on la voit assez clairement se dessiner depuis les années 60. Donc, comment expliquer ces inégalités-là qui ne peuvent pas être renseignées par ce qu'on appelle les cancers sexués, puisque c'est bel et bien du côté du cancer du poumon et de la tumeur, cancer rectal, les deux, donc, cancers mixtes qui font partie du top 5, que la tendance s'inverse. Eh bien, justement, les femmes entretiennent un rapport très singulier avec leur corps, car dès leur plus jeune âge, seront placées sous l'examen minutieux de la médecine.
grâce ou à cause de la santé reproductive, et notamment de la grossesse non désirée. Autrement dit, de la pilule contraceptive et d'autres moyens de contraception. Donc, la menstruation, la sexualité, la reproduction, l'accouchement, le poids médicalement recommandé et la plus large médicalisation des problèmes esthétiques qui se déclinent au masculin, au féminin, projettent la femme dans le champ de la prise en charge médicale. Il suffit de regarder ce qui se passe du côté de la gestion chirurgicale du cancer du sein pour comprendre que ce qui se joue là place les corps féminins sous l'examen attentif, normatif aussi, d'un système patriarcal. Donc, on retrouve la même tendance, et Stéphane l'a très bien précisé dans son propos, du côté des responsabilités familiales. Au quotidien, ce sont les femmes qui sont assignées à ce rôle qu'on appelle le care, le prendre soin. Donc là aussi, le féminin se présente plus familier hein, avec ce dispositif des soins. D'ailleurs, de leur plus jeune âge, et ça a été dit aussi par les précédents intervenants, on incite dès la socialisation primaire les jeunes filles à prêter une attention soutenue à leur corps. En revanche, du côté masculin, on les incite plutôt à dénigrer ce rapport attentif au corps. Ce qui place les corps féminins dans la catégorie de la pathologisation et les corps masculins dans la catégorie de la criminalisation. Et ce n'est pas anodin, parce que ça a des répercussions en cascade sur l'expérience du monde médical. Le prendre soin du corps. On apprend à un homme, dès son plus jeune âge, d'ignorer les symptômes. En revanche, à une femme de prêter une oreille attentive. Du coup, le masculin est projeté dans le déni de la maladie. Là où le masculin, le féminin, est plutôt inclin à prêter une attention à ses émotions, à la mise en mots de ces mots MAX, et à être, à confier son corps au traitement que propose le personnel soignant. Je suis agréablement surprise de voir que Stéphane fait partie des exceptions qui confirment la règle, qui a bien aimé d'être chouchouté par la masse des professionnels soignantes donc, qui œuvrent dans les départements d'oncologie. Donc, et je vais m'arrêter là pour laisser le public réagir et ne pas monopoliser la parole. Voilà quelques éléments. En tout cas, je vous remercie et justement, je me permets d'intervenir pour faire part du sondage qui a été réalisé concernant les participants à la table ronde. Donc, parmi les 81 personnes présentes à la table ronde, 46% sont des femmes, 11% sont des hommes et 23 n'ont pas répondu. Ce qui permet donc de
de voir que les inégalités hommes-femmes dans le cancer sont considérables. La mobilisation dans la lutte contre le cancer est donc principalement féminine. Les femmes sont davantage investies, comme a très bien pu le dire Anastasia Meilani, que les hommes. Et les femmes s'expriment librement sur le sujet. Elles n'ont pas peur de témoigner de leurs expériences passées, via les réseaux par exemple, tandis que les hommes peinent à s'imposer et à s'exprimer sur le sujet, ce qui peut parfois mettre à mal leur résilience contre la maladie. En outre, le cancer masculin est parfois tabou. Les hommes atteints de cancer sont plus pudiques. Il est alors primordial de se pencher sur la question de la réduction de ces inégalités. Effectivement, comme les hommes, comment les hommes peuvent-ils se réinvestir ce milieu qu'est la santé? Comment des associations telles que Cancer Contribution ou TIRUP peuvent-elles contribuer à faire changer les choses? Donc, pour répondre à ces questions, une première solution semble donc évidente. La réduction des inégalités passe tout d'abord par la sensibilisation et l'éducation. Comme dans de nombreux domaines, l'éducation est la clé. Donc, en effet, pour égaliser les chances, il faut informer et éduquer à la santé, la société et notamment les jeunes, les jeunes qui représentent la génération de demain. Pour libérer la parole des hommes atteints du cancer, il faut donc informer la population sur les cancers masculins dans le but de les déstigmatiser. Et donc, maintenant, nous allons parler donc de l'association Sérum. Olivier Jérôme. Si je remets mon micro, ça va faire mieux. Donc oui, en parlant de sensibilisation, donc nous on essaye, de par effectivement le sérum, de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, mais bon, en tout cas, on commence par le cancer des testicules qui touche effectivement l'homme jeune, souvent entre 18 et 35 ans. Et on a, nous, depuis maintenant 3 ans, sorti des petits spots de prévention, toujours un petit peu sur le ton humoristique, parce que je pense qu'on parle de maladie, de cancer, donc de prime abord, il n'y a rien de très réjouissant. Mais quelque part, effectivement, de prendre les choses un peu avec humour permet aussi de dramatiser un petit peu les choses et peut-être d'ouvrir effectivement la parole et de libérer la parole. Donc nous, on a fait des petits spots de prévention qui ont pas mal fonctionné. Donc ça fait le deuxième que l'on fait sur le cancer des testicules en l'espace de 3 ans et qui s'appelle Un vrai film de boule. Alors bien entendu, c'est pour jouer un petit peu sur tous les tons. Et puis pour faire un petit peu de buzz, parce que bon, effectivement, un film de boule, ça peut faire poser des questions. On en a fait un il y a 3 ans qui était sur les jeux de boules, la pétanque, hein, donc où en fait on démontrait de dire qu'il fallait faire attention à son matériel. Et puis on a fait l'année dernière, au mois de novembre l'année dernière, est sorti un film de boule 2, donc qui était avec des boules de bowling. Donc on a encore plein d'autres idées pour parler d'autres boules et de sensibiliser un petit peu. Et donc voilà, c'est un petit peu des équipes de jeunes contre les anciens, donc la pétanque, que ce soit là avec les anciens qui en fait, entre guillemets, donnent un petit peu de leçons aux jeunes en disant de faire attention à leur matériel. Donc ça marche pas mal, ça passe par les réseaux sociaux, puisqu'on essaye aussi, on va dire, de s'adapter, même si bon, les 50 ans, et s'adapter aux réseaux sociaux, c'est pas toujours évident. Donc on essaye de faire un petit peu ce qu'il faut. Et en même temps, on va dire qu'on sensibilise les jeunes hommes en disant de faire attention à la testicule, mais on profite aussi de faire passer des messages sur le cancer de la prostate qui lui concerne l'homme un peu plus âgé, sur effectivement les moyennes d'âge du cancer de la prostate, c'est 75 ans. Ça a une image souvent de cancer de vieux et presque de cancer normal d'un homme vieillissant, ce qui n'est absolument pas le cas, même si la prostate est quelque chose est un organe qui dégénère. Et donc voilà, on sensibilise à la fois les jeunes qui vont parler à leurs grands-parents, à leurs parents, à leurs oncles, etc. etc. Donc voilà, c'est des actions qu'on fait régulièrement pour justement faire parler. Encore une fois, c'est le seul moyen de sauver des vies, c'est d'en parler et on n'en parle pas assez. Donc c'est bien de pouvoir avoir participé effectivement aujourd'hui à ce genre d'événement-là pour parler des différences pour le cancer des hommes et des femmes et surtout au niveau de la sensibilisation, parce que quand on regarde, on va dire,
tout ce qui se passe au niveau de la France sur les différents cancers, bah, l'homme, effectivement, a peu de place, on va dire. Donc, on essaye de monopoliser un petit peu le mois de novembre, alors qu'il y a aussi le mois de sensibilisation, enfin, l'arrêt du tabac. Donc, c'est pas évident de jouer les compétitions à ce moment-là. Et en fait, au mois de novembre, c'est Movember. Donc, on essaye de se laisser pousser la moustache. Pour ceux qui ont une barbe, ils la rasent. Pour ceux qui ont pas de moustache, on la laisse pousser. C'est pas encore complètement un phénomène de mode. Donc, en fait, le but, bah, c'est de sensibiliser un petit peu les gens, de dire tiens, pourquoi tu te laisses pousser la moustache et d'engager justement la discussion. Donc voilà, j'espère que dans le futur, la sensibilisation sera surtout beaucoup plus importante, beaucoup plus médiatisée et qu'on arrivera à faire des bonnes choses pour libérer la parole des hommes. Voilà. Merci, merci Olivier. On a une intervention sur le chat qui nous dit que, à votre sens, vous avez donc travaillé l'humour pour aller toucher les hommes sur les sujets de santé. Et cette intervention nous dit, mais est-ce que des images percutantes de la réalité de la maladie ne seraient-elles pas plus efficaces pour une prise de conscience chez les hommes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la problématique du cancer, des cancers masculins, encore une fois, parce que je suis spécialisé de cette partie-là et pas que le cancer chez l'homme, c'est que c'est des cancers qui ne se voient pas. On va dire, le cancer du sein ne se voit pas forcément non plus, puisqu'il est quand même caché. Le cancer du testicule, hormis à retirer un testicule, ça ne se voit pas. Et le cancer de la prostate, j'aurais tendance à dire, malheureusement, c'est quelque chose qui est encore plus caché qu'un testicule. Donc peut-être, je ne sais pas comment on pourrait potentiellement le faire, mais effectivement, oui, je vois que les images percutantes, oui, je comprends les choses, mais comment les démontrer, je ne sais pas. Si en revanche, par contre, vous avez des idées, parce qu'on est toujours à la recherche de bonnes idées pour éventuellement faire parler des sujets, je suis preneur, mais là, tout de suite, comme ça, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas quelque chose de parlant. On vient un cancer de la gorge, un cancer de certaines choses, ça se voit, un cancer de la peau, ça se voit. Il y a plein de choses qui se voient. Les cancers masculins, testicules, prostate, bon, il y a la verge aussi, hein, qui est dans les cancers masculins, qui est très très rare. Donc oui, faut voir. Merci Olivier. Effectivement, on a un autre commentaire dans le chat qui abonde aussi dans votre sens en disant que comme voilà, on voit pas la maladie, le rapport des hommes à la maladie est différent. Et donc par conséquent des images percutantes pourraient repousser alors que des images humoristiques pourraient faire passer des messages, donc qui abondent dans le sens de vos campagnes. Moi je voudrais aussi donc aujourd'hui on est là pour débattre tous ensemble de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mobiliser de manière plus homogène hommes et femmes autour du cancer, de la lutte contre le cancer. Et donc voilà l'avis d'Olivier. Je voulais faire intervenir aussi Stéphane, qui lui, de par son métier actuel, a des pistes aussi de solutions. Et n'hésitez pas à continuer à répondre dans le chat, à mettre vos idées dans le chat. Et puis voilà, on va les prendre au fur et à mesure. À vous, Stéphane. Oui, je voudrais juste rebondir sur, pas trop longtemps, sur ce que disait Olivier. En tout cas, la campagne, j'ai vu les 2 spots de Sérum. J'aime beaucoup l'approche humoristique et c'est vrai que moi, dans mon petit livre, je fais beaucoup j'ai ce recul par rapport à la maladie et j'ai aussi une approche humoristique. Je pense que là, si on peut aider sur justement la prévention et et le dépistage, vu que c'est quelque chose qui est quand même tabou, je pense que l'approche humoristique fonctionne pas mal. Ça dédramatise. On n'est pas les images choquantes, je ne vois pas ce que ça apporterait. Et on essaye d'aborder quelque chose qui est difficile à faire. Donc autant y aller avec un peu de légèreté. Et enfin, en tout cas, moi je pense que c'est comme ça le message passe beaucoup mieux. Enfin, c'est mon avis aussi. Donc du coup, je rebondis sur mon métier est père aidant, PAIR. Je suis papa et aidant, mais en tout cas, je suis père aidant. C'est-à-dire que je me sers de la pathologie, de mon vécu de la maladie pour le savoir expérientiel, on appelle ça,
le savoir de l'expérience de la maladie pour venir en aide aux personnes. Ça existe dans beaucoup de maladies chroniques, ça existe dans le trouble psychique, mais dans le cancer et dans toutes les maladies chroniques. En fait, les patients deviennent, les soignés deviennent des soignants. On se sert de notre expérience pour parler aux personnes. On a un rapport particulier parce qu'on sait, on est passé par la même chose que le parcours des personnes qui tombent malades. Donc on sait de quoi on parle. On va les aider parce que on connaît l'hospitalisation, on connaît les traitements, on sait ce qui est difficile. On n'est pas prescripteur. Moi, je ne suis pas prescripteur, donc on peut me dire des choses. Ça ne va pas dépendre. Je ne vais pas agir sur le traitement. Ça, c'est quelque chose qui est assez. Je me suis aperçu. En fait, on n'est pas du tout dans le jugement on a beaucoup d'empathie et parce qu'on comprend par où l'autre est passé et on ne souhaite à personne de passer par les mêmes étapes. Donc, on est là pour soutenir. Donc, ce métier de père aidant, patient expert, qu'est-ce qu'il y a d'autre tout ce qui est le patient qui vient au centre du soin, c'est un nouveau métier et je pense que c'est assez important et on remet le patient au centre des soins et on l'aide en tant que père aidant à supporter la maladie et dans le but d'un rétablissement et d'un projet. On n'est plus du tout dans les symptômes, on est dans le parcours de rétablissement vers la sortie de la maladie. Et on est là pour les soutenir. Voilà, c'est un métier, enfin moi j'adore mon métier, c'est assez récent, je me suis formé pour ça. Et voilà, c'est un nouveau métier. Je pense que c'est une des possibilités, en tout cas de vue un petit peu différente d'aborder le soin. Voilà. Et du coup, Stéphane, est-ce que vous pourriez nous dire si de par votre expérience, est-ce que vous pensez que faire interagir des patients, notamment des patients masculins avec des pères aidants, ou pas forcément des patients hommes, mais des patients plus silencieux, parce qu'il peut y avoir aussi de par nos spécificités, chacun voit la maladie différemment, et donc de les faire interagir avec des pères aidants ou des patients experts, est-ce que vous pensez que ça peut favoriser la libération de la parole? Est-ce que vous pensez que ça peut favoriser peut-être un meilleur lien de confiance avec son soignant, enfin avec l'équipe soignante de manière générale? En fait, on va aider en tant que père aidant à libérer cette parole, à parler assez naturellement des symptômes, des suivis lourds. Hein. On sait ce que c'est la chimiothérapie, on peut en parler, on peut échanger. Et justement, de libérer la parole souvent, en fait, ce qui manque, parce qu'on n'ose pas demander à son thérapeute, on n'ose pas demander à son praticien, il y a un manque d'information. Donc, on reste avec ces questions, on n'a pas les réponses et on va rester avec un espèce de flou et on va ruminer en fait ces questions et ça ne va pas être bon pour notre rétablissement. Et le fait de libérer cette parole en disant bah oui, c'est nécessaire d'être informé pour mieux connaître ta maladie, donc mieux la supporter et puis dire les effets secondaires, etc. Et connaître ses symptômes, si je vais mal, pourquoi je vais mal, etc. Et le père aidant est là pour ça, pour dire, pour faciliter pour libérer la parole de l'homme. Et quand on libère cette parole, on en sait plus quand on va oser parler, on en sait plus sur sa maladie, on va arriver à mieux la gérer. Et ça, je pense, et on va être acteur de son soin. Et ça, c'est quelque chose, et je pense que le père aidant apporte une confiance auprès du patient et met le patient au centre. Et c'est plus, on va pas dire au patient ce qu'il faut faire, etc. Il va choisir et il va être maître de sa destinée. Hein. C'est comme ça.
Merci beaucoup Stéphane. Moi, je voulais rebondir aussi sur notre expérience en tant qu'association Cancer Contribution. Notre expérience depuis 10 ans maintenant est de faire des interventions par le numérique, notamment des débats citoyens, des forums de discussion autour des pistes de solutions qui peuvent amener à réfléchir, amener des innovations. Et donc, ce dont on s'est rendu compte sur notre plateforme, c'est que on arrivait à mobiliser plus facilement tous les profils de personnes touchées par la maladie, que ce soit les hommes, les femmes, les aidants, les aidantes dans le soin, et donc on arrivait à les faire parce que c'était dans une démarche d'intérêt général, parce que c'est dans une démarche pas émotionnelle sur le coup, mais plutôt dans une démarche de réflexion et de projection sur collectivement ce qu'on pourrait faire pour améliorer le soin. On arrive à faire intervenir, interagir peut-être plus facilement les hommes. Donc c'est aussi une piste de réflexion de se dire que passer par une démarche de démocratie en santé, passer par une démarche de débat plus froid, par un outil plus froid, peut permettre de faire passer des messages, de faire de la promotion de santé auprès de l'ensemble de la population. Et donc, à travers notre plateforme cancercontribution.fr, du coup, on a décidé de développer encore plus ces rubriques de débat. Et voilà, vous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous engage à poursuivre cette discussion à vous inscrire sur notre plateforme pour pouvoir continuer ce genre de discussion. Et donc on se dit que effectivement, ça peut être un moyen d'aller plus loin. Et je voudrais passer la parole également à Anastasia Meidani pour avoir, elle, ses idées, avant de vous passer la parole à tous, pour avoir, elle, ses idées autour de qu'est-ce qu'on devrait faire pour faciliter la prise de parole masculine de manière collective. Oui, mais merci Sandra pour cette question. En fait, je rejoins complètement les interventions précédentes. Il s'agit de changer de regard, c'est-à-dire d'inverser les stigmates, de dédramatiser l'expérience. En effet, c'est une expérience, une épreuve qui peut être particulièrement enrichissante. Je m'explique, on a un peu trop vite, un peu trop souvent, on considère le cancer comme une série de pertes. Je perds mes cheveux, je perds des kilos, je perds mes performances sexuelles, physiques, cognitives, momentanément ou de façon plus définitive. Et ce faisant, on oublie de considérer que le cancer peut être aussi une série de gains. Et pour renverser la représentation et essayer de voir en quoi le cancer peut être une ressource et en quoi le genre peut être une ressource, en effet, il est habile de passer par l'humour, par la mise en mots, par la dédramatisation et se servir des expériences de celles et ceux qui ont déjà eu à faire face pour pouvoir mieux vivre avec, bricoler au sens digne du terme et essayer d'extraire quelque chose de ces colocataires très fidèles qui peut être la tumeur. Et dans la littérature, on voit très bien ce levier-là qui peut constituer une vraie force. Plutôt que
de se battre contre cette rhétorique guerrière, il conviendrait de vivre avec et d'essayer de voir en quoi il est révélateur de soi, du chemin que l'on peut emprunter, et en quoi cette expérience nous renseigne sur ce que nous sommes et ce que nous sommes en train de devenir. Donc, je ne voudrais pas garder davantage la parole parce qu'il y a certainement des réactions dans la salle et nous avons déjà dépassé. Oui, je vous remercie pour votre prise de parole et je pense qu'il est temps de passer aux questions. Donc, si vous avez des questions concernant cette table ronde, vous pouvez les poser dans le chat et du coup, nos intervenants tenteront d'y répondre. Du coup, je ne sais pas si tout le monde arrive le chat. En tout cas, je vais lire la question à voix haute. Donc, Jeanne Bellomont nous a posé une question dans laquelle elle dit que récemment, Arte Radio a lancé un podcast intitulé Envie, dans lequel un homme atteint d'un cancer nous raconte son expérience. Et elle se pose la question, ce genre d'initiative est-elle utile pour que les hommes réinvestissent le milieu de la santé? Si l'un d'entre vous souhaite répondre à la question de Jeanne. Oui, moi je veux bien. Pardon. Vas-y. C'était juste. Je pense que là on est deux témoins en fait qui parlons de nos cancers. Je pense que le fait de témoigner justement sur le cancer est assez, enfin sur la pathologie, de témoigner, de dire que voilà, que ça a été difficile, qu'on a traversé une période difficile, qu'on s'en est remis, qu'on donne quelques pistes. Voilà, on parle d'un sujet qui est délicat, et c'est pas une honte. Je voyais aussi quelqu'un qui parle de honte. Effectivement, c'est pas une honte parce qu'on a une pathologie et voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et en tout cas, le témoignage, je pense que le témoignage apporte quelque chose ça fait avancer un peu les choses. Et j'ai des petites. Moi mon savoir expérientiel, donc mon vécu, c'est quelque chose que j'utilise dans mon métier. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il peut y avoir de bons témoignages et il peut y avoir de mauvais témoignages. Enfin, pas mauvais, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile d'appréhender les choses et de faire passer quelque chose qui est important et émotionnellement difficile pour nous. Il faut que le témoignage soit passe bien et soit bien reçu. Donc je pense que c'est pas un exercice facile et je pense que voilà, les médias sont aussi les médias qui nous parlent de pathologie sont aussi ça dépend donc comment est tourné justement la vision, comment est tourné ce témoignage et comment on raconte son histoire. Et ça peut être positif, négatif, ça peut être mal pris, ça peut être. C'est un exercice difficile, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en tout cas, c'est important de témoigner. Oui, puis je pense que le témoignage appelle le témoignage. Encore une fois, s'il suffit de quelques hommes qui potentiellement commencent à témoigner, comme Stéphane le fait, comme je le fais, comme d'autres le font, heureusement, il y a quand même quelques hommes qui le font, pas assez, ça c'est sûr, mais on va dire plus il y aura d'hommes effectivement qui vont témoigner, plus ça paiera des témoignages. Donc forcément, oui, ça va permettre aussi aux hommes de réinvestir, pour répondre à la question, voilà, à réinvestir effectivement la santé, et qu'aujourd'hui, les témoignages sont primordiaux dans beaucoup de choses, mais pour l'homme, oui, encore une fois, il faut qu'il témoigne. Et encore une fois, à force de voir les témoignages, les gens vont en témoigner plus facilement. Et même s'ils ne témoignent pas, ils vont en parler entre eux. Et à force d'en parler entre eux, on arrivera peut-être à rejoindre le niveau d'investissement et associatif, etc., qu'ont les femmes qui, elles, a priori, ont beaucoup de mal de parler de leur cancer.
Ouais. Donc merci pour votre réponse. Nous avons dans le chat une deuxième question provenant de Julie Goualou. Donc, Julie se demande si vous pensez qu'il faille adapter les campagnes de sensibilisation selon le genre. Elle pense notamment à l'aspect humoristique qu'a l'association Movember, contrairement à Octobre Rose, par exemple. Moi, je pense effectivement que... Oui. Allez-y. Non, mais c'était juste pour dire, oui, je pense que, encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que peut-être côté des hommes, en tout cas, ça dépend peut-être des tranches d'âge, mais je pense que l'humour, effectivement, est certainement un bon moyen pour les hommes de le faire. Et comme l'avait marqué Elisabeth tout à l'heure, voilà, c'est vrai que montrer des images de seins mutilés, etc., pour la femme, c'est quelque chose qui est visuel. Et c'est vrai qu'on voit que le côté humoristique chez l'homme, comme l'histoire de cesser de pousser la moustache ou les spots humoristiques que l'on fait sur le dépistage du cancer du testicule, sont plus tournés sur l'humour que peut-être effectivement pour la femme, où il y a peut-être des choses à montrer les mutilations. Voilà. Je vous laisse parler, Anastasia. C'est juste pour rebondir, c'est vraiment, ce n'est plus facultatif. Une campagne de sensibilisation ne peut pas faire comme si tout le monde était égal devant le risque cancer. C'est la manière la plus sûre pour aller contre le mur. On n'a pas les mêmes sensibilités, on ne peut pas adhérer à des messages homogénéisants qui nous mettent dans le même panier. Dans l'histoire récente de la santé publique, la seule campagne de prévention qui a pu, en matière de santé publique, je parle, qui a pu relever le défi, c'est la campagne de la communauté gay face au VIH. Et ce n'est pas un hasard. C'est bel et bien parce que c'est les principaux concernés qui se sont saisis de la question. Donc, c'est primordial que la prise de parole se fasse, se compose, se configure, ces paramètres, selon des termes qui font écho. Faute de quoi, le falloir, il faut se faire dépister, il faut parler, tout cela rime à des injonctions qui finissent par être avortées. Donc, c'est indispensable de passer par vraiment les moyens de sensibilisation tels que sont appréhendés du point de vue des principaux concernés. En l'occurrence, donc, on parle des hommes en considérant que cette masculinité est plurielle. Il n'y a pas une seule manière d'être un homme face à un cancer, ou pas d'ailleurs, de se retrouver malade ou bien portant ou guéri ou que sais-je. Voilà. On va prendre encore peut-être une ou deux questions. Il y a une question d'une personne qui demande une prise de parole et puis après on va devoir clôturer la session. Donc Inès, je vous laisse lire la question s'il vous plaît. Oui. Donc on nous demande, puisqu'apparemment tout à l'heure nous parlions des méthodes de dépistage et des difficultés au niveau de la législation, du coup Tanguy Petitjean se demande si c'est un problème de motivation ou un problème d'avancement technologique. Si quelqu'un souhaite répondre.
Alors, si c'est en rapport avec ce que je parlais tout à l'heure, par exemple, sur le dépistage du cancer de la prostate, là, on va dire que c'est plutôt une histoire d'unanimité au niveau du corps médical. C'est plutôt une remise en cause, en tout cas une interrogation sur le dosage du PSA. Je ne vais pas rentrer dans la technique de ce que c'est, mais effectivement qui donne des informations sur potentiellement un problème de prostate. Et en fait, il n'y a pas l'unanimité, tout simplement parce que, comme dans certains cas, et peut-être de moins en moins on l'espère, mais beaucoup de dépistages ont fait que certains hommes ont vu leur prostate retirée, alors que potentiellement il n'y avait peut-être pas de nécessité à le faire. Donc peut-être un surtraitement vis-à-vis de ça. Donc c'est plus une question d'unanimité du corps médical, effectivement, du gouvernement, d'un cas, d'un HAS, j'en passe et d'autres, effectivement, sur le fait, et c'est pas qu'au niveau français d'ailleurs, hein, c'est au niveau international, sur le fait qu'effectivement ce dosage soit la bonne solution pour pouvoir après, on va dire, définir ou pas, d'avoir une intervention, une opération, un traitement, etc. Or, s'il n'y a pas de dépistage, on a des gens qui vont se retrouver dans des situations graves au niveau d'un cancer de la prostate avec des métastases osseuses, par exemple, etc. Donc voilà, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que pour moi, il faut dépister, mais c'est surtout qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a l'information. C'est quelle est la solution thérapeutique. Et à une époque, il y avait beaucoup trop de surtraitement et de suropération. Et quand on sait que potentiellement, quand on retire la prostate à un homme, ça marche beaucoup moins bien au niveau de certaines choses qui mettent à mal, on va dire, malheureusement, un petit peu la masculinité. Voilà, c'est plus ça, c'est pas en fait la législation, c'est peut-être effectivement la technologie qui est peut-être pas encore, on n'a pas trouvé encore la bonne méthode de dépistage en fait, pour le cancer de la prostate en tout cas. J'ai dit ça. Très bien, on vous remercie pour votre réponse. J'espère que cela a répondu à la question de Tanguy. Donc, la table ronde touche à sa fin. De ce fait, je vous remercie pour votre présence et votre participation. Et on vous invite donc à nous faire part de votre ressenti via nos réseaux sociaux. Et également de poursuivre le débat sur la plateforme cancercontribution.fr, donc où nous avons ouvert un chat dédié au sujet de comment faire plus parler les hommes, comment lutter contre cette inégalité de prise de parole, et ouvert des possibilités effectivement de proposer des pistes de solutions. Donc merci à tous de votre participation, merci Cheer-Up, merci Stéphane Cognon, merci Olivier Jérôme, et merci Anastasia Meidaini pour toutes vos paroles et vos enseignements. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.